Bonjour à tous et bienvenue sur le Bon Timing Média. On se retrouve aujourd'hui pour un format long reportage, immersion dans la fauverie du Faron à Toulon, un parc animalier très réputé dans le sud qui fait de la protection des animaux en voie de disparition sa priorité. Moi je suis Roman Thomas Vanessa, je suis la chef d'équipe du parc, on est une toute petite équipe. Le parc a été fondé en 1969 par le grand-père de mon compagnon. Par la suite, il y a eu donc le papa qui a pris les rênes pour vraiment créer le parc. Et depuis 3 ans, mon compagnon qui a repris la direction. Et là, on fait un renouveau. On essaye d'agrandir les enclos parce que les choses ont évolué depuis plusieurs années aussi, heureusement d'ailleurs, parce que le bien-être animal est devenu vraiment une priorité pour chacun. Et du coup, il y avait des structures un petit peu vieillissantes qu'on essaye de renouveler et d'apporter un peu plus aussi de pédagogie, faire un peu plus de visites guidées au sein du parc. Enfin, on le rend davantage vivant en fait. Voilà, le parc a eu énormément de petits qui sont nés au sein du parc en fait. Depuis 1969, il y a eu à peu près 120 naissances. Là en ce moment on est un petit peu plus, voilà justement on est un petit peu plus au ralenti d'un point de vue des naissances justement parce qu'on essaye d'agrandir, d'améliorer les enclos avant de recréer une reproduction et d'agrandir les familles. Maintenant, il faut savoir que le but des parcs zoologiques est quand même de conserver les espèces menacées et que c'est un grand rôle quand même. On est un petit peu, je dirais parfois, des musées en fait. Parce qu'on garde des individus pour conserver la reproduction. Qui ne se fait malheureusement plus très bien en milieu naturel parce que forcément il y a des espaces qui réduisent et que aussi les animaux se retrouvent disséminés en fait complètement de toute façon. Et il y a un aspect aussi avec lequel on a travaillé, on avait travaillé avec les scientifiques, on a été le seul parc français à le faire. C'est que du coup comme il y a des espaces qui réduisent, les animaux malheureusement se retrouvent recentrés en fait aux mêmes endroits. Et là, le problème, c'est que ça crée de la consanguinité. Et on avait travaillé avec des scientifiques, le CRESAM, qui ont prélevé de la semence de notre lion pour aller inséminer à l'état sauvage des femelles lionnes, en fait. Donc du coup, le fait que ça se passe discrètement comme ça dans le dos du lion dominant, on va dire, il ne peut pas savoir que ce n'est pas les siens, parce qu'il faut savoir que les lions, quand ils prennent pouvoir dans une famille déjà installée, ils tuent les petits. Donc il remet, c'est sa génétique, c'est comme ça que ça fonctionne à l'état sauvage. Donc l'idée c'est que du coup, notre petit kidou là, tel qu'il est là, il a des petits en Afrique. Et du coup, il y a son sang qui est là-bas et ça brasse un petit peu la génétique pour éviter toute tare génétique, toute consanguinité qui malheureusement est reflétée avec le monde actuel, quoi. C'est des échanges entre parcs animaliers, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de commerce animal heureusement, parce que le but c'est même nous quand on avait des naissances ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça qui nous faisait un apport financier. L'idée c'est justement d'échanger les individus entre parcs pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. D'un point de vue éthique, nous on a une approche qui est vraiment imprégnée parce que c'est de génération en génération, donc vraiment chaque individu est connu par toute la famille, enfin bref, on est très proche de nos animaux pour ça. Nous on se débrouille tout seul, disons que le fait d'être privé et familial, c'est pas vraiment du bénéfique en fait on va dire dans un sens. Pour les animaux oui, mais alors pour nous du coup on n'a pas de vacances, on travaille tout le temps et du coup les financements se font que grâce aux entrées du parc en fait. Donc dans l'équipe en fait il y a donc mon beau-père qui va chercher les légumes et qui nous aide sur le terrain pour les réparations et pour son savoir-faire, l'expérience animale aussi qu'il a. Sa femme qui est la vétérinaire du parc, donc ils vivent au sein du parc les deux, donc comme ça on a une vétérinaire sur place dès qu'il y a quoi que ce soit s'il faut intervenir, si on a un doute, s'il y a un animal qui salive, c'est vite fait, on intervient vite, on laisse pas l'animal souffrir. Ensuite il y a mon compagnon, donc le directeur, il y a moi, il y a Marie, notre soigneuse animalière, et il y a le monsieur qui est à l'accueil. Voilà, donc on veut dire on est 6 quoi, voilà, donc on n'est pas beaucoup. Alors, dans le parc, alors maintenant ça change un peu tout le temps, mais on a les poules, les boucs qui évoluent aussi. Ouais, à peu près une petite vingtaine d'individus en comptant 12 espèces tigres, les lions, les panthères, jaguars, pumas, caracals, lynx, mangoustes, hamadryas, ratons laveurs, lémuriens, servals, chat pêcheur, chat des marais, lions.
tigre, je te dis, je sais plus, et la louve. Bon, aujourd'hui c'est le porc, ma guéguette. Hein. Coucou. Coucou ma vie. Coucou. Qu'est-ce que c'est? T'as faim? Tu veux les bisous? T'as faim? Coucou. Qui c'est ça? Ah, ça va? Moi, mon ninette. Moi, mon ninette. Moi. Ça va? Ça va ce matin? Moi aussi. Moi oui. Te donne? Tiens. Moi, non, s'il te plaît, fais pas ça. Allez! Sans déconner, je te promets. Non mais... Elle est hyper chiante, je vous jure. Aujourd'hui, c'est pas du porc que tu veux? Selon son appétit aussi, etc. Elle va manger à peu près 1 kilo. Ça mange tous les jours, on lui donne vraiment tous les jours. Et puis après, des fois, on lui donne des petits extras. De temps en temps, on essaye aussi de lui donner un peu des fruits, pommes, poires. C'est variable. C'est variable. De toute façon, avec elle, c'est toujours variable. Donc, il n'y a rien de bien ancré. Elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut. Nous, après, elle prend les habitudes qu'on lui donne aussi. Comme on cherche toujours à la satisfaire, bah, madame, elle est encore plus capricieuse. Après, vous savez, si elle est seule, c'est aussi parce que... Bon, il faut savoir que là, il y a à peu près... Tiens, ma chérie, fais quand même attention à mes doigts parce qu'on ne sait jamais. Il y a quand même pas mal de loups en fait qui vivent aussi en solitaire, hein, faut pas s'étonner. Mais Geva c'est un peu particulier. C'est aussi parce qu'elle a été biberonnée dans un autre parc et que quand on l'a récupérée, il y a sa maman en fait, maman loup on va dire, qui vient tous les dimanches, qui rentre avec elle aussi dans l'enclos, qui joue avec elle, etc. Nous on vient la gratouiller, mais comme on est animalier, qu'on s'occupe aussi de tout le monde, on n'a pas forcément tout le temps de temps, mais il y a toujours quelqu'un qui passe toute la journée le dimanche avec elle. Et nous qui venons dans la journée à plusieurs moments, plusieurs fréquences pour la gratouiller, tout ça. Et du coup, on est sa meute pour elle. Donc si vous voulez, elle n'est pas seule clairement. En plus, elle n'a pas les codes sociaux pour être mise en meute, ce qui fait que ça se passerait peut-être pas forcément bien si elle retrouvait un groupe, quoi. Du coup, elle aurait peut-être certainement envie d'être un peu capricieuse et un peu comme ça. Et face à une louve dominante, je suis pas sûre que ça passe. Donc ça serait même dangereux, je pense. Nous, notre but justement, c'est de faire ce parc animalier redevienne en fait ce qu'on disait à l'époque une fauverie, donc qui ressemble un petit peu les carnivores. Dans les carnivores, il y a 7 familles. Donc nous, ce qu'on souhaiterait faire par la suite, c'est d'avoir justement une espèce à sauver de ces chats. Malheureusement, il y a le choix dans les espèces à sauvegarder, représentatifs de ces 7 familles de carnivores. On a quand même des poules, des boucs, des lanaises et les makikata, tout ça, parce que ce sont des animaux aussi attractifs d'un point de vue... ce sont des animaux diurnes en fait. Les félins, il faut savoir que c'est plutôt crépusculaire. Donc en plein été, dans l'après-midi, au moment où justement il y a un peu plus de visites, bah eux, ils font la sieste. Ça, clairement, ils profitent. Comme la plupart des gens le font sur la plage, bah eux, ils le font dans leur parc. C'est la même chose. C'est variable selon le gabarit du fauve. Le lion est le maître, voilà, il va dormir une vingtaine d'heures par jour. Dormir ou sommeiller, hein, parce qu'il n'est pas en mouvement en tout cas, hein, il va être allongé, même s'il garde un peu les yeux ouverts ou mi-clos, voilà, il sommeille. Tigre, de toute façon ça tourne autour d'une quinzaine d'heures par jour, ça c'est ça. Après surtout en été, où en été, voilà, à peu près de 10h30 à 17h, ça va pas trop bouger, ou d'un coup ça fait surtout les tigres, ils vont faire les foufous, ils vont plonger dans le bassin. Et ça on le voit beaucoup plus à notre ouverture de parc à nous, parce qu'on est présent dès 7h30, 8h le matin, où c'est vrai que là c'est un peu plus en mouvement, quoi, ou le soir. En été surtout, après l'hiver ça va, c'est assez sur la longueur de la journée. Donc du coup, pour amener un petit peu plus de mouvement au sein du parc lors des visites, on a les perruches, les mangoustes, les lémuriens, les poules, les ânes. Voilà, pour que ça plaise un petit peu plus aussi aux enfants, parce que avant ici il y avait des poules justement, et le lion qui sont en face, quand ils faisaient la sieste, les grandes personnes, les parents regardaient beaucoup, étaient admiratifs devant un lion qui sommeille, mais par contre les petits, une poule qui court, c'était wow, une poule qui court, quoi, c'est génial. Donc on a dit c'est très bien aussi, les poules ça intéresse les enfants, et le but c'est justement d'amener davantage de pédagogie, d'échange et d'intéresser les petits à la nature. Ils sont tous nés dans des parcs zoologiques, voilà.
Et du coup, évidemment, ils ne connaissent pas la nature. Évidemment, ils ont quand même leur instinct, mais c'est sûr que comme ils connaissent l'homme depuis petit, peut y avoir des liens qui se créent, etc. Toujours à l'extérieur des enclos. Hein. On ne rentre pas avec l'animal pour faire le gros câlin, ça reste un animal sauvage qui lui à tout moment, parce qu'il y a une crise d'adolescence, parce qu'il y a les hormones qui travaillent ou parce que quoi que ce soit, ou même s'il veut jouer aussi, ça peut être dangereux. Ils nous reconnaissent, ça c'est sûr. Alors après ils ont on va dire un peu leur tête ou un peu leur préférence, etc. Parce que moi je suis un peu mamie gâteau, c'est-à-dire que souvent je donne un petit peu de rave ou je passe par là, je donne un petit morceau de viande, un petit poussin mort, hein, on en convient. Voilà, il y a mamie gâteau. Tous les soigneurs aussi sont mon compagnon et Marie, ça passe très bien. Pour les stimuler, on va cacher la nourriture, c'est un premier fait. Donc du coup, voilà, on rentre l'animal dans les loges de nuit, on dispose la nourriture. Parfois on rentre et on est coquin, on va dire, on met juste du sang en fait, hein, de la viande rouge ou autre, et puis on fait juste une trace mais on met pas la nourriture, donc ça dépend des jours. On a les jours de repas, et puis des fois on fait des petites surprises, des fois on essaye de pas toujours avoir comme ça une régularité précise, justement pour que ça amène un petit peu du nouveau, de la stimulation. Et puis après, ça part dans tous les sens pour les stimuler. C'est-à-dire, on va mettre des balles, on va mettre des jeux, on va mettre des bois, on va cacher de la nourriture dans des souches dans lesquelles on a fait des trous, on va mettre des branches où on va accrocher pareil de la nourriture ou juste des odeurs. On va mettre au sol en fait, hein, on va mettre des cailloux ou de l'humus. Des fois, on va cacher aussi la selle d'un voisin, pour qu'il y ait, tiens, il est passé dans mon enclos, ou des choses comme ça. J'ai des chiens, des chats et tout ça à la maison. En plus, j'ai eux. En plus, c'est sûr, on les observe autant, on les connaît autant, et c'est justement ça qui fait que on fait bien notre travail aussi. Justement parce qu'on les connaît, parce que justement, s'ils ont un comportement où il est un peu énervé, pourquoi il est énervé, tiens, il se lève pas, pourquoi il se lève pas. Il est un peu plus au ralenti aujourd'hui, parce que voilà, ça nous permet de voir justement, ils ne vont pas nous le dire, vous savez très bien, dans le milieu vétérinaire, quel qu'il soit, même les animaux familiers, ils n'ont pas la parole. C'est à nous d'avoir quand même cet amour envers eux pour avoir le temps de les contempler, prendre le temps de les connaître et pouvoir les aider quand ça ne va pas, justement, c'est notre rôle, quoi. Donc on tisse des liens effectivement avec chaque individu. Et eux-mêmes, nous choisissent pas. Il y a des stagiaires qui passent super bien, il y en a d'autres qui passent moins bien. C'est très variable, je veux dire, c'est comme tout le monde, hein. On s'entend ou on s'entend pas avec les gens, ou plus ou moins, etc. Et du coup, on a un lien clair avec eux jusqu'à la fin. Là, je veux dire que ça me fait penser aussi que quand il y a des décès, les décès, on s'en remet pas tout de suite. On sait très bien que ça fait partie du jeu, mais quand ça fait plus de 10 ans qu'on est avec l'animal, enfin pour ma part, parce que moi ça fait donc 12 ans que je suis au parc, et que je suis le parc plutôt. Parce que ça fait 12 ans que je suis avec mon compagnon. J'étais assistante vétérinaire avec la vétérinaire auparavant, et ça fait 3 ans que j'ai rejoint vraiment l'équipe. Mais bon, quand je dis que ça fait 12 ans que je les suis, ça faisait 12 ans quand même que je montais, que je les connais, etc. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose, on est triste, quoi. On est triste parce qu'on y tient. Ça passe par des réserves. On ne peut pas de but en blanc mettre un animal né en parc zoologique et qui a grandi un petit peu en parc zoologique directement dans la faune sauvage. Il va dire, il est où le repas là? Ah bon, il court? Ah bon? Non, il faut quand même réapprendre à chasser, réapprendre un petit peu les bases du milieu naturel, quoi. Et aussi vraiment les dangers. C'est vrai aussi, un petit qui naît là, nos animaux ils sont aussi tranquilles pour ça, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres pour trouver à boire, ni à manger. En général, ils ont la femelle, donc ils n'ont pas besoin d'aller combattre un autre mâle pour récupérer le cœur de madame. Ils n'ont pas justement les combats, la perte de la chasse, la nourriture, les blessures qui s'en suivent, etc. Donc ça, en milieu sauvage, faut quand même en prendre conscience qu'il faut gérer ça derrière quand même. Donc un animal qui sort de parc zoologique où les parents lui ont juste appris quand tu vois lui qui arrive avec le morceau de viande, tu rentres dans la loge de nuit, t'attends, il va te la mettre dans l'enclos. Voilà. Là, non, on peut pas les relâcher. Et l'idée utopiste peut-être un petit peu, ce serait de vraiment pouvoir repeupler la faune sauvage, quitte même à ce qu'un jour on nous dit stop les zoos, quoi.
c'est pas grave. Le but était, voilà, ultime, c'était de repeupler la faune sauvage et qu'il n'y ait pas d'extinction, quoi. En espérant que ce reportage vous a plu et que vous viendrez par vous-même visiter ce parc très respectueux des animaux.